Chères toutes et tous, cher Mati, merci beaucoup de vous être connectés pour cette première édition, première session du Lunch and Learn qui est aujourd'hui dédiée à Open Terms Archive. Alors, le Lunch and Learn, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est d'avoir un moment de convivialité, mais aussi d'apprentissage pendant la durée de la pause déjeuner. Alors, une petite pause déjeuner, hein, une petite heure. Ça se tient tous les premiers mardis du mois et l'objectif, c'est effectivement de permettre à un certain nombre de projets, un certain nombre de personnes de venir parler de sujets en lien avec la modération des contenus. Je suis absolument ravie d'ouvrir cette première édition, ce premier événement avec un outil qui me semble d'utilité publique, qui est effectivement Open Terms Archive. Comment ça va se passer? On va avoir aujourd'hui une vingtaine de minutes de présentation qui seront et qui sera effectuée par Mati Schneider, qui est directeur d'Open Terms Archive. Et ensuite, on aura le reste du temps qui sera dédié aux questions et réponses que vous pourrez facilement lui poser dans la partie questions-réponses, qui est le chat dans lequel vous avez accès. Je serai heureuse de relayer vos questions auprès de Mathie. Alors voici donc Mathie Schneider qui est donc directeur d'Open Terms Archive qui va nous présenter ce magnifique outil. Voilà, Mathie, the floor is yours. Merci Suzanne, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour l'invitation et je vais partager mon écran pour illustrer mon propos. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Sachant qu'il n'y a en fait pas de feedback. Ouais, super, merci. Donc bonjour, je m'appelle Mathis Schneider, je dirige Open Terms Archive qui est un commun numérique, c'est-à-dire un logiciel libre qui est reconnu comme bien public numérique par notamment la Digital Public Goods Alliance, donc qui a pour objectif d'avoir un impact social positif. Et en l'occurrence, notre sujet spécifiquement, c'est le numérique et les droits dans le monde numérique. Alors, l'histoire d'Open Terms Archive, c'est d'avoir émergé dans le cadre initialement de la lutte contre la manipulation de l'information. Lorsque j'étais directeur d'innovation au sein du ministère des Affaires étrangères en 2019-2020, on était focalisé sur la protection des élections. Et donc, on a, avec mon équipe, prototypé un certain nombre d'outils techniques qui permettaient, à travers de la donnée et du lien avec la communauté du numérique, de démontrer qu'il y avait des ingérences étrangères, mais également différentes formes de manipulation, ce qui était relativement connu à l'époque, mais également qu'il était possible de trouver des réponses face à ces manipulations sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on a également constaté, c'est que, alors même qu'on était au sein de la diplomatie numérique française, il était toujours aussi difficile et délicat de tout simplement influencer les plateformes. C'est-à-dire que même en allant parler avec les directions mondiales, internationales, que sais-je, de la sécurité chez les grands acteurs du numérique, on était toujours quand même en difficulté pour leur faire changer quoi que ce soit, y compris simplement respecter les lois et les engagements qu'ils avaient pris publiquement. À partir de là, mon équipe, je me rends compte, j'ai arrêté le partage d'écran. Pardon. Donc à partir de là, on a avec mon équipe fait la liste des acteurs qui sont réellement en capacité d'influencer les plateformes. Et parmi celles-là, on a identifié les régulateurs, donc par exemple les autorités de la concurrence, euh, les autorités de régulation de la vie privée, par exemple. Les législateurs, c'est-à-dire que quand on met certes des années à faire le RGPD ou le DSA, c'est long, mais au bout d'un moment, quand il y a quelqu'un qui risque d'aller en prison, ça fait réellement changer le comportement des plateformes. Les médias et la presse, donc bon, il y a une espèce de bruit de fond relativement permanent selon lequel les plateformes traitent mal les données, ne respectent pas leurs utilisateurs. Donc, c'est pas vraiment ce bruit de fond qu'il faut alimenter, mais de temps en temps, il y a un scandale qui est suffisamment gros, suffisamment visible pour menacer potentiellement la base d'utilisateurs et d'utilisatrices sur une plateforme. On peut se rappeler par exemple lorsque Meta a rompu sa promesse de ne jamais aligner les données entre WhatsApp, qui avait été racheté, et Facebook.
Euh, L'annonce m'avait été faite finalement comme à chaque fois qu'il y a un changement, quelque chose d'un peu discret. La modification a été retardée de plusieurs mois avant d'être significativement amoindrie. Et enfin, un autre acteur qui influence réellement le comportement des plateformes, ce sont les associations de protection des consommateurs, qui peuvent activer le circuit juridique. Et donc notamment, l'exemple le plus emblématique, c'est certainement les arrêts Schrems, qui ont permis de annuler les accords entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique qui permettaient le transfert de données personnelles en masse. Voilà, donc on a fait la liste de ces acteurs-là et de la manière dont ils pouvaient influencer les plateformes. Et on a essayé d'aller les contacter, de comprendre finalement quels étaient leurs besoins et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les renforcer. Et il y avait un point commun, c'était que euh, finalement, une des sources principales pour construire de la politique publique ou pour la mettre en œuvre ou pour effectuer des contrôles ou pour diffuser de l'information sur le sujet, c'était les comportements et les pratiques des plateformes, notamment telles que visibles dans les conditions d'utilisation et finalement tous les documents contractuels. Et donc, ce qu'on a construit, ça a été un outil qui permet de renforcer les capacités de tous ces acteurs, et finalement tout un chacun, mais des individus qui, comme vous, prennent leur pause de midi pour se renseigner sur la modération, finalement, c'est pas forcément le grand public. Donc pareil, les gens qui vont essayer de se tenir informés des conditions d'utilisation, bon, c'est super d'aider ces personnes-là, mais c'est pas non plus là qu'on aura le plus d'effets systémiques. Donc on se focalise sur l'effet systémique. Et on produit de la donnée, des outils qui vont permettre à ces acteurs qui ont une capacité d'influence bien de réagir plus rapidement, plus fortement et plus efficacement sur le comportement de ces plateformes. Et notamment, un objet numérique collectif, où chacun peut contribuer, mais également s'appuyer sur le travail des autres, on va réussir à rassembler tous ces acteurs au sein d'un écosystème commun. Et donc, un des potentiels et une des intentions d'Open Terms Archive, c'est certes d'enregistrer les versions des conditions d'utilisation des services en ligne pour pour fournir cette donnée et la rendre utilisable, mais c'est avant tout de faire émerger un écosystème d'acteurs qui bénéficient, qui ont un intérêt à manipuler cette donnée pour partager des leviers et collaborer là où finalement peut-être que un régulateur et la société civile peuvent se sentir a priori très éloignés, peut-être même antagonistes, puisque l'un va vouloir solliciter l'autre, pour le critiquer, mais quand on les met autour d'un même objet collectif et leur montrer que tout le monde bénéficie à la collaboration à cet endroit-là, on peut créer des alliances qui semblaient finalement inattendues au niveau purement politique. Donc c'est un des objectifs d'Open Terms Archive. Voilà pour l'introduction. Alors concrètement, Open Terms Archive, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit des détections de changements. Et donc, je vous en montre une ici, par exemple, qu'on a détectée il y a 4-5 jours. Elle est volontairement minimale. Qu'est-ce que c'est? C'est un changement qui a été détecté au sein des Community Guidelines, donc des règles de la communauté d'Instagram. Donc, qu'est-ce que vous voyez? C'est sur la gauche, en rouge, la version précédente de ces règles de communauté, et sur la droite, en vert, la nouvelle version, donc, qui a été publiée il y a 4 jours. Euh, donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien ici, avant tout, une correction d'une faute de grammaire, puisqu'il y avait un S qui a été retiré ici, et une minuscule reformulation, voilà, encore une fois, pour un alignement probablement sur la formulation, où les rédacteurs ont voulu s'assurer que chaque entrée dans la liste des choses qui étaient interdites commence par un verbe. Je vous montre ça justement parce que c'est simple à comprendre et on va rentrer un peu plus dans des exemples concrets. Mais voilà, c'est avant tout ça que produit Open Terms Archive. C'est à intervalles réguliers, plusieurs fois par jour, la collecte de tous les documents contractuels, leur nettoyage pour le rendre lisible et la détection de changements et la mise en avant de ces changements et la publication et la diffusion de ces changements au sein d'une communauté d'acteurs intéressés. Également faite de manière publique, donc n'importe qui peut se tenir informé. Voilà un exemple concret. Alors, on va rentrer sur un exemple un peu plus gros, mais c'est exactement le même fonctionnement. On a détecté par exemple sur les documents encadrant la gestion du copyright sur TikTok, il y a, là encore, je crois, quelques jours, il y a 3 jours,
Qu'est-ce qu'on voit? Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les changements, mais il y a une nouvelle provision qui est apparue. C'est que depuis 3 jours sur TikTok, vous pouvez demander, lorsque vous demandez la suppression d'un contenu dont vous détenez le copyright, vous pouvez demander à TikTok d'empêcher que des copies futures de la vidéo que vous avez signalée réapparaissent sur la plateforme. Donc, c'est quand même un changement utile, puisque ce qui arrive régulièrement pour contourner les questions de modération de contenu ou de retrait de contenu, c'est que, bon, ok, la vidéo d'origine a été publiée sur un compte, elle a été signalée, elle est effacée, mais elle peut être republiée immédiatement par d'autres comptes, ou bien avec une version éditée où on a retiré une seconde, où on a changé un élément. Et donc là, ce changement qui est apparu il y a 3 jours et dont je ne sais pas si vous aviez entendu parler, on peut le détecter dans ces conditions. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est là qu'on souligne l'importance d'Open Terms Archive, c'est que si vous n'avez pas un outil de ce type-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez recharger la page tous les jours, relire et trouver dans les 10, 20, 60 pages peut-être des conditions, qu'est-ce qui a changé? Donc, à moins de garder en mémoire absolument tout et d'avoir une personne dont le travail chaque jour est de relire l'intégralité du contenu, vous n'avez en fait aucune chance de détecter les changements s'ils ne sont pas annoncés par les plateformes. Et même là, faire l'écart entre ce qui est annoncé par la plateforme et ce qui est réellement proposé, c'est pas toujours évident. Euh, et donc, pour ça, je vais prendre un exemple qui est celui des changements des conditions, enfin, des règles de la communauté de Meta qui ont été annoncées le 7 janvier par Mark Zuckerberg lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on a eu dans l'annonce de Zuckerberg? Donc, c'était cette fameuse vidéo où il apparaît avec son débardeur noir et sa chaîne en or, augurant ainsi la nouvelle démarche masculiniste qui est apparemment devenue nécessaire pour tenir une boîte dans la Silicon Valley. Euh, et donc, où il nous a expliqué en 5 minutes que bon, free speech is back et que voilà, on va arrêter avec le fact-checking parce que finalement, ça empêche les gens de dire ce qu'ils veulent sur les plateformes. Très bien. Donc là, la couverture médiatique qu'on a eue à la suite de ça, ça a été majoritairement sur pourquoi le fact-checking c'était important. Les partenariats avec les journaux ont mené les journalistes à couvrir très très particulièrement ce sujet-là. Euh, mais qu'est-ce que ça voulait dire exactement permettre à nouveau la liberté d'expression sur les plateformes Meta? Ça, pour le coup, l'écart entre ce qui est annoncé par vidéo et ce qu'on trouve réellement sur la plateforme, c'est beaucoup moins évident à mesurer. Il se trouve que dans la foulée même de cette publication, chez Open Source Archive, on a détecté les changements. Et donc, on peut comprendre beaucoup plus précisément ce que ça signifie d'autoriser le- la liberté d'expression sur les plateformes Meta. C'est que depuis le 7 janvier, euh, on a maintenant le droit, donc ce que la condition dit maintenant, c'est nous autorisons les allégations de maladie mentale ou d'anormalité lorsqu'elles sont fondées sur le genre ou l'orientation sexuelle, compte tenu du discours politique et religieux sur le transgendérisme et l'homosexualité. Les plateformes Meta autorisent un langage discriminant sur la base du sexe biologique ou du genre lorsque des personnes appellent à la discrimination ou utilisent un langage insultant dans le contexte d'une discussion politique ou religieuse. Voilà, donc si vous parlez d'immigration, d'homosexualité ou de droit des personnes transgenres, mais que c'est une discussion politique ou religieuse, sachez que les standards de Meta sont conçus pour laisser s'exprimer le type de discours de la discrimination. Bon, ça, du coup, ça s'est vu, évidemment, puisque c'était lisible dans les nouvelles conditions. Mais déjà, c'était bien de pouvoir se focaliser uniquement sur ce qui avait été ajouté. Euh, mais, et là où on peut aller plus loin avec Open Terms Archive typiquement, c'est de voir ce qui a été retiré. Et ce qui a été retiré, c'est notamment des interdictions. C'est-à-dire que depuis le 7 janvier, il n'est plus interdit sur les plateformes Meta, donc Instagram, Facebook et Threads, de désigner les femmes comme des objets du quotidien ou des propriétés, ou en général des objets, ou encore de désigner les personnes noires comme du matériel agricole, ou désigner les transgenres ou les personnes non binaires en disant ça, et non plus comme des personnes humaines. Je ne vais pas vous faire la liste détaillée de tout ce qui a été supprimé. Tous ces éléments sont visibles en ligne. Et éventuellement, bon, Suzanne, vous me direz si vous voulez qu'on creuse un petit peu les changements. Mais voilà, le point principal, c'est de bien souligner l'écart entre
l'annonce faite par Zuckerberg qui dit dans la vidéo, il est temps de revenir à nos racines en matière de liberté d'expression et de donner aux gens la possibilité de s'exprimer sur nos plateformes, dire que Meta va simplifier les politiques de contenu et voir ce que ça change réellement, non seulement dans ce qui est ajouté, dans ce que vous pouvez voir, mais surtout ce qu'on a retiré et ce qu'on ne peut plus voir, mais qui était présent avant. Voilà, donc c'est ce genre de choses-là que Open Terms Archive va permettre de révéler et de mettre en avant. Donc ce que vous voyez ici, vous l'avez remarqué, ce n'est plus cette présentation avec d'un côté le rouge, de l'autre le vert, ce qu'on appelle un diff, donc qui est vraiment la donnée brute fournie par Open Terms Archive. Ici, on a ce qu'on appelle un mémo, donc c'est une version rédigée, lisible par le grand public motivé, mais en tout cas plus largement, sans avoir besoin d'entrer dans cette technique de ce qu'il y avait avant-après. Donc c'est vraiment une analyse et ça rend les choses plus lisibles. Donc, une partie de la communauté Open Terms Archive produit des mémos sur la base de la donnée qui est produite par d'autres. Voilà un exemple qui est vraiment centré sur la question de la modération, puisqu'on est dans le cadre de la recherche sur la modération de contenu. Mais voilà, il y a également d'autres changements qu'on peut détecter, bien entendu, et dans différentes juridictions. Puisque là, donc, on parle en français sur des sujets euh, français, mais on a évidemment de nombreuses juridictions qui sont suivies. Je rentrerai un peu plus dans le détail par la suite, mais je vais vous montrer si par exemple un mémo qu'on a publié en allemand, euh, la majorité des publications se font en anglais, mais quand on a parfois des sujets qui sont particulièrement pertinents pour une juridiction, et si on a des partenariats avec des acteurs locaux, on va essayer de justement publier dans la langue locale pour éditorialiser le plus possible et s'assurer que le maximum d'acteurs soient informés. Donc là, ici par exemple, il s'agissait de la détection euh, d'une ouverture d'un espace physique en Allemagne par le réseau social Parler. Donc, si vous ne connaissez pas Parler, c'est un réseau social, comme le montre sa page d'accueil, qui soutient fortement l'actuel président des États-Unis. Donc, il recrée tout un écosystème de médias sociaux avec l'authenticité et la vérité et des vrais gens, la True Freedom, qui permet d'être dans l'entre-soi de l'alt-right. Euh, et donc, cet acteur-là qui était centré sur les États-Unis, sans faire une annonce publique, finalement, ouvre une adresse en Allemagne. Et ça se détecte uniquement dans leur mention légale. Donc, on le voit et on réagit sous quelques heures en rédigeant un mémo, mais également en prenant contact avec l'acteur qui fournit, soi-disant, l'hébergement de cette magnifique plateforme et donc qui nous répond sous 2 heures en disant, mais en fait, on n'a jamais entendu parler de Parleur, ils nous ont jamais contactés, et quand bien même ils nous auraient contactés, jamais on aurait accepté. Donc c'est un petit collectif d'artistes basé dans une petite ville en Allemagne et qui a un compte sur Mastodon, qui est à fond pour l'inclusivité. Donc effectivement, il y avait un écart qui était important. Il publie donc un communiqué de presse disant, à la détection par Open Terms Archive de ce changement, nous tenons à se dire que nous ne sommes absolument pas les hébergeurs de parleurs et que nous cherchons des solutions juridiques pour faire changer ce contenu. Et quelques heures plus tard, eh bien, Parler a effacé ce contenu qui n'est plus visible sur leur site. Et là encore, puisqu'on enregistre chaque changement, on a pu voir le changement qui a eu lieu. Donc, est-ce que c'était suite au communiqué de presse qui a été émis suite à la détection par Open Terms Archive? Ma foi, on ne le saura jamais. Je n'ai pas eu l'occasion de parler avec les dirigeants de Parler. Mais en tout cas, c'est aussi le genre d'effet qu'on espère avoir, c'est-à-dire que simplement montrer finalement que les choses sont vues, sues et publiques peut suffire à changer le comportement. Voilà, ça c'est un autre exemple. Et avant de rentrer sur la question des collections, je voulais quand même vous partager un élément particulièrement saisissant qu'on a détecté donc aujourd'hui même et qui est, du coup, je ne crois pas qu'il y ait encore d'annonce publique. On n'a pas eu le temps d'en faire un mémo parce qu'on l'a découvert ce matin. Mais donc X, qui dans le cadre de sa politique sur les civic integrity, et donc notamment sur la manipulation et les ingérences dans le cadre des élections, annonce que suite à l'expérience acquise par Elon Musk au sein du DOGE, finalement X relance ses travaux sur la modération de contenu.
Donc non seulement par le biais de tiers, comme il l'avait fait par le passé, par de la prestation de services, mais va aussi internaliser la capacité de modération dans le cadre de sa lutte contre les ingérences électorales. Donc à partir d'aujourd'hui, le 1er avril 2025, ils ont lancé le Foreign Interference Special Harms Team, le FISH, qui va donc se permettre de relancer la modération de contenu de manière très efficace sur X et progressivement sur toutes les autres plateformes soutenues par Musk. Donc voilà, très heureux de pouvoir vous partager ceci en ce 1er avril 2025. Alors, si on revient donc sur les questions des collections, ce genre de changement est détecté par des robots qui sont opérés par différents acteurs. Comme je l'ai indiqué en début de session, Open Terms Archive est un commun numérique, ce qui signifie que on n'est pas les seuls à opérer euh, Open Terms Archive. On met à disposition un logiciel libre qui peut être exploité par un grand nombre d'acteurs. Et donc, tous ces changements sont suivis par différents acteurs dans le cadre de ce qu'on appelle des collections. Donc, ils vont organiser les documents à suivre sous la forme de services thématiques, mais également de langue et de juridiction, puisque les conditions d'utilisation qui sont offertes dans une juridiction ne sont pas forcément les mêmes que dans une autre juridiction. Ce que vous voyez ici, c'est la liste des collections fédérées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme sur la plupart des écosystèmes décentralisés, comme Mastodon par exemple, puisque n'importe qui peut opérer finalement un serveur avec Open Terms Archive, on sait qu'on a des acteurs qui s'en servent de manière privée, notamment des régulateurs, notamment français, qui s'en servent, mais sans le rendre public, afin de ne pas informer les acteurs qu'ils ciblent pour des contrôles du contrôle en question. Pour autant, les acteurs qui souhaitent suivre de manière publique vont pouvoir mettre à disposition de la communauté leurs données et les rendre visibles dans la fameuse fédération Open Terms Archive. Donc là, comment ça se passe? Eh bien, vous déployez une collection Open Terms Archive sur vos serveurs, comme par exemple la plateforme Governance Archive, qui est opérée par un consortium d'universités allemandes et qui va se focaliser sur les médias sociaux majeurs ou encore, parce que moi je viens de me rendre compte que c'était en anglais, je vais mettre ça en français tout de suite. Voilà, donc qui se focalise sur les médias sociaux dans le monde, qui va suivre les conditions en anglais dans la juridiction UE. Mais on a également, par exemple, les principaux services numériques utilisés en France, pour le coup, avec des conditions d'utilisation en français. Et donc ça a été fait avec une collaboration avec l'UFC Que Choisir, ce qui fait qu'on va plutôt se focaliser sur les conditions générales de vente. Là où la plateforme of Governance Archive va plutôt se focaliser sur les privacy policy et donc les garçons de confidentialité et les règles de communauté. Donc comme vous voyez, finalement, on a une variété de services, de collections dans des juridictions différentes. Et donc, c'est tout ça assemblé qui constitue finalement la fédération Open Terms Archive et qui progressivement agrandit la quantité de documents qui peuvent être accessibles, archivés et qui vont permettre d'explorer et de produire de la recherche et des analyses. Donc sous la forme de mémos, mais également sous la forme d'outils interactifs qui vont permettre d'interagir avec les conditions d'utilisation, ou encore sous la forme d'articles de recherche, comme par exemple l'Université de Brest, qui a publié l'an dernier une analyse sur l'impact sur les droits humains des changements des politiques de confidentialité et des règles de communauté des médias sociaux majeurs. Je vous indiquais donc qu'il y a des acteurs qui déploient des collections sans forcément être dans la fédération. Et une en particulier dont on est très fier, c'est l'usage directement par la Commission européenne dans le cadre de la mise en œuvre du DSA avec la DSA Enforcement Team qui a déployé une collection Open Terms Archive et donc qui suit les VLOPS et VELOS, donc les Very Large Online Platforms, les grandes plateformes en ligne telles que définies par le DSA, plus quelques autres plateforme qu'elle considère importante, et donc qui opère directement sur l'infrastructure de la Commission européenne, Open Terms Archive. On a d'ailleurs une collaboration avec la Commission européenne pour la rédaction d'un rapport pour la mise en lien des données Open Terms Archive avec les exposés de motifs. Je ne sais pas si tout le monde est familier des exposés de motifs, je vais vous présenter très rapidement ce que c'est, mais dans le cadre de la modération de contenu, ça me semble tout à fait pertinent de l'expliciter. Dans le cadre du DSA,
obligation de transparence sur leurs actions de modération. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la Statement of Reasons Database en anglais, les exposés de motifs. Chaque décision de modération, chaque action de modération qui est prise sur une grande plateforme en ligne fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission européenne et donc qui va expliciter qu'est-ce qui a eu lieu comme action, donc sans citer le contenu spécifiquement, mais qui va identifier de manière unique l'action de modération qui a été prise sur quelle plateforme, à quel moment, dans quelle juridiction et pour quelles raisons la modération a été faite et concrètement à quoi elle ressemble. Est-ce que c'est du retrait de contenu? Est-ce que c'est du blocage de compte? Est-ce que c'est de la baisse de visibilité? Voilà, donc, ici, par exemple, c'est une restriction en visibilité avec une distribution limitée du contenu parce que sur Pinterest, un contenu euh, présentait apparemment un contenu sexualisé. Voilà, donc, peu importe finalement, je vais juste vous montrer à quoi ressemble un exposé de motifs. Donc, cette base de données contient donc chaque jour des dizaines de milliers de décisions de modération. Et donc, on est en train de travailler avec la Commission européenne à voir comment aligner ces décisions de modération avec les conditions d'utilisation. C'est-à-dire que lorsqu'une décision de modération est prise sur la base d'un document contractuel ou d'une loi, est-il possible de faire le lien avec l'entrée spécifique, donc le paragraphe correspondant dans la base de données Open Terms Archive? Et ça permet d'ouvrir finalement un grand nombre de cas d'usage et de zones d'intérêt, puisque on peut imaginer que ces liens soient valides dans le temps, puisque les exposés de motifs qui ont été publiés il y a 4 ans et qui font référence à une version des conditions d'utilisation telles qu'elles étaient en vigueur il y a 4 ans. Aujourd'hui, comment on fait pour savoir quelle est la section 4 des règles de communauté? Bien, on ne peut pas, à moins de s'appuyer sur Open Terms Archive. Donc, est-il possible de créer un lien direct? Est-il possible ensuite d'identifier la fréquence d'usage de chacune des différentes clauses dans le cadre des décisions de modération? Et de les associer à des entrées, à des versions spécifiques enregistrées dans Open Terms Archive. Voilà le genre de questions de recherche sur lesquelles on collabore actuellement avec la Commission européenne. Voilà ce que permet Open Terms Archive aujourd'hui. Une partie des perspectives, notamment de son passage à l'échelle. Je vous encourage à jeter un œil à opentermsarchive.org. Mais également, si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien, vous pouvez le faire directement sur le chat de la communauté. Donc, on a une messagerie instantanée qui permet de réunir toutes les personnes intéressées, sur laquelle vous pourrez recevoir des notifications en cas de changement sur des collections qui vous intéressent, collaborer à rajouter des documents supplémentaires, puisque tout ce travail est communautaire et en grande partie bénévole, revoir des changements, potentiellement rédiger des mémos, donc rendre accessible par le grand public ces changements que vous pourrez détecter, proposer l'ajout de nouveaux documents, proposer de nouvelles analyses, et puis globalement échanger avec cette communauté de personnes et d'acteurs qui sont intéressés à influencer le comportement des plateformes pour être plus respectueuses de la loi, mais aussi de leurs utilisateurs en général. Je partagerai le lien sur le chat et je termine simplement en vous indiquant qu'on a demain matin à 8h UTC, il me semble qu'avec le changement d'heure, ça doit être de 11h à midi, heure française, notre community call, donc un rendez-vous mensuel dans lequel justement il est très facile de découvrir ce qu'est Open Terms Archive d'un point de vue technique et commencer à contribuer. Et on aura une présentation de la collection Dating, donc sur les conditions d'utilisation des services de rencontre en ligne donnés par sa mainteneuse, Marie-Pierre Vidonne. Voilà. Donc je vous encourage à nous rejoindre demain à 11h pour rentrer un peu plus dans le concret d'une collection en particulier. Merci. Merci beaucoup, Mathie, pour cette présentation très complète de cet outil qui est absolument fascinant et vraiment, je le répète, d'utilité publique. Alors, en attendant d'avoir des questions dans le chat, je vais peut-être faire un petit commentaire d'abord avant de faire une question, mais ce que je trouve vraiment passionnant avec cet outil, c'est que il y a non seulement, comme c'était dit, comme ça a été très bien présenté, l'aspect comparaison qui existe entre les différentes versions, mais à mon sens, il y a quelque chose sur lequel vous avez un petit peu moins insisté, qui est l'aspect archivage, qui est absolument essentiel. Parce que, comme vous le disiez, si on veut prouver qu'il y a eu quelque chose à un instant T,
l'une des grosses difficultés que beaucoup d'acteurs qui font des process stratégiques ou qui souhaitent prouver ou montrer quelque chose à un instant T n'avaient pas la capacité. Et je trouve qu'avec avec cet outil, l'archivage, c'est vraiment quelque chose de très très utile dans ce genre d'activité. Merci aussi pour le petit poisson d'avril. Voilà, pour ceux qui nous regarderont en replay, ça sera peut-être voilà, vous saurez que c'était un 1er avril. Sur l'aspect collection, il y a quelque chose que j'avais un peu moins saisi et qui me semble vraiment important et que je trouve qui permet vraiment de se rendre compte qu'il y a vraiment un double aspect de participatif dans cet outil qui est non seulement la possibilité de s'approprier l'outil avec ces aspects de pouvoir créer des catégories, mais aussi l'aspect plus participatif à la création du commun. Et ça, c'est vraiment euh, un petit peu, je dirais, rare parce qu'on a l'aspect commun, création de commun, participation dans des outils qu'on connaît déjà en logiciel libre, mais cet aspect, je peux reprendre l'outil et en créer au sein même de la communauté, qui est ma sauce propre, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, je vois pas de questions. Ah, voilà, il y a quelques questions qui arrivent. Alors, je vais peut-être en profiter quand même pour poser une question par rapport à l'exposé des motifs et l'alignement par rapport au CGU. Comment est-ce que ça, vous envisagez de le faire? Parce que si j'ai bien compris, c'est un peu du prospectif. Comment est-ce que Comment est-ce que vous envisagez de le faire? Donc ça serait une première question. Et puis on a une autre question dans le chat que je vais relayer. Comme ça, vous pouvez les traiter en même temps. Donc je la lis. Meta publie depuis quelques années ses modifications des politiques de modération des contenus sur son centre de transparence. Avez-vous déjà observé des cas où vous avez repéré et signalé des changements qui n'étaient pas inclus dans le centre de transparence de Meta? Donc ça va être une première question. Enfin, voilà, la mienne en deux mots peut-être, et puis celle-ci. Et puis on a une autre question qui attendra le prochain tour. Merci. Alors, non, on n'a pas repéré de cas de changement majeur hein, qui n'auraient pas été notifiés dans le centre de transparence de Meta, mais on n'a pas mené une étude complète. Voilà. Je pense que là, si vous voulez regarder, si par exemple le petit changement que j'ai partagé sur les règles de communauté d'Instagram où ils ont corrigé la petite faute de grammaire, est-ce qu'elle est enregistrée ou non? Je ne sais pas. Donc ça peut valoir le coup de regarder. Effectivement, nous, on n'a pas pris le temps de faire cette analyse détaillée. Ce qu'on sait de manière générale, c'est que les, les dates de dernière modification sont rarement respectées. C'est-à-dire que ça arrive régulièrement que des plateformes publient des modifications sans mettre à jour la date de dernière modification des, euh, des règles. Donc, je pense que là, ça renforce le besoin d'avoir un tiers de confiance qui va vérifier ce qu'il en est. Et je pense que cette question de la confiance, elle est vraiment centrale. Et pour ça, je veux revenir rapidement sur la remarque faite par Suzanne sur l'idée que je peux refaire à ma sauce, effectivement, sur le logiciel libre. Pour nous, la question de la décentralisation est effectivement critique. Et cette notion de collection, là, je voulais montrer sous l'angle éditorial, mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez même pas besoin de faire confiance à Open Terms Archive pour faire ce suivi. Vous pouvez répliquer le suivi de votre côté. Et on pense que c'est très bien d'avoir de la redondance. Je pense que c'est bien d'avoir plusieurs sondes qui vont faire le même suivi. Aujourd'hui, on a plusieurs collections qui suivent les mêmes documents des grandes plateformes. Et on pense que c'est très bien, qu'il y a un plus grand nombre d'acteurs. Voilà. Si Open Terms Archive opérait l'intégralité des collections, ce qui était le cas pendant la première année d'opération,
Ensuite, ça nous a semblé, c'était finalement un risque opérationnel, puisque toute la confiance devient finalement se concentre sur l'acteur tiers qui est censé valider si oui ou non les choses sont enregistrées correctement. Donc ça, c'était important pour nous. Et donc effectivement, cette place, c'est celle de la décentralisation qu'on compense avec cette fameuse fédération. Donc ok, la donnée est peut-être éparpillée un peu partout et on pense que c'est très bien, mais comment on fait quand même pour rendre tout ça visible et s'assurer qu'il y ait une base commune? Eh bien, cette multitude de bases est assemblée et est accessible, vous l'avez vu sur le site, mais également par le biais d'API qui vont permettre d'interagir avec les documents et d'obtenir les données de manière distribuée sur l'intégralité de la fédération. Euh, Merci. Merci beaucoup. Peut-être une autre question dans le prolongement. Donc, bonjour et merci pour la présentation. Est-ce que vous ne craignez pas que pour contourner ces démarches de transparence, les plateformes fassent moins de changements aux conditions d'utilisation, si c'est public, mais interviennent en arrière-boutique dans le paramétrage de l'IA ou des consignes pour leurs équipes de modération? Et deuxième question, question perfide, entre parenthèses un peu. N'est-il pas risqué d'utiliser GitHub comme site centralisant les CGU? Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de baser ce service en Europe? Je vais juste faire un mini point sur GitHub et sur Git en général. Donc effectivement, ce qui a été montré par Mati avec les doubles colonnes rouge et vert, c'est ce qui est l'outil de Git qui permet effectivement en principe à des développeurs de suivre le code et puis de trouver plus rapidement les changements qui ont été effectués dans un code et en fait appliqués au CGU, ça permet de voir en rouge ce qui existait avant et de voir en vert ce qui existe après le changement et ce qui permet en effet de faire un suivi plus rapide. Voilà, Mathie, je vous laisse répondre à ces deux questions. ouais, deux très bonnes questions, merci beaucoup. Effectivement, qui questionne les limites du suivi. Alors sur la première, sur celle d'avoir, est-ce qu'on n'a pas peur qu'il y ait moins de changements, parce qu'on les rendrait plus visibles, mais qu'il y ait plus de changements de pratique? Oui, c'est un risque. Alors franchement, j'adorerais que Open Terms Archive fasse tellement peur que les grandes plateformes n'osent plus publier de changements de conditions d'utilisation et se contentent d'ajuster leur pratique. Je pense qu'on n'est pas encore là. Euh, Il y a un point aussi à avoir en tête qui est très intéressant, euh, qui est celui notamment aux États-Unis de l'importance de la litigation et du mensonge. C'est-à-dire que dans le fonctionnement juridique américain, notamment, si vous faites quelque chose d'horrible et que vous avez dit que vous faites quelque chose d'horrible et que du coup les législateurs ils sont allés en sachant que vous faisiez quelque chose d'horrible, vous pouvez pas vraiment faire de recours. Par contre, vous avez fait un truc qui était pas top, mais vous l'avez pas dit, ça peut très très mal se passer. Et donc finalement, il y a cette forme d'obligation de transparence parce que les coûts d'une litigation aux États-Unis sont tellement élevés que c'est bien préférable aujourd'hui de rendre visibles les choses. Donc ça, c'est quand même un élément fondamental. Il y a notamment une jurisprudence sur cet outil. C'est un peu terrible. J'essaierai de retrouver le lien et on pourra l'envoyer éventuellement. Mais donc c'était une application, si je ne me trompe pas, qui permettait d'échanger des messages de manière anonyme et qui était notamment qui a mené à des cas de harcèlement scolaire et jusqu'au suicide d'un adolescent. Euh, et ce qui a été la cause de la condamnation très forte de l'acteur qui opère ce dispositif, c'est d'avoir dit qu'ils agiraient en cas de signalement sur du harcèlement et qu'ils n'ont pas fait. Donc le fait d'avoir dit mais de l'avoir pas tenu, c'est ça qui les fait tomber. Le fait que fondamentalement ça a été utilisé pour du harcèlement et que ça ait mené à un suicide, finalement, c'était assez secondaire dans le jugement américain. Ce qui compte, c'est que il y avait un engagement de modération et il n'a pas été tenu. Et ça c'est pas possible. Voilà. Donc particulièrement quand on cherche à suivre des conditions d'utilisation d'acteurs américains, il y a un enjeu à cet endroit-là qui fait que finalement il y a une forme d'obligation de transparence, en tout cas qui est une pratique. Effectivement, sur la durée, bon, ça pourra peut-être changer, ça je ne le sais pas. De Si je manière. peux Ouais, rebondir, juste ouais, le fondement juridique qui est pas mentionné, mais c'est la Section 5 du FTC Act qui interdit les pratiques déloyales et abusives aux États-Unis. Et c'est en fait tout le droit de la consommation américain et notamment le droit du numérique avec les règles sur la protection des données, notamment
le peu d'actions qu'on a aux États-Unis en matière de protection des données, en matière de protection des consommateurs numériques, est justement basé sur le point que tu mentionnais, de savoir si vous déclarez que vous faites quelque chose et que vous ne le faites pas, derrière la Federal Trade Commission, la commission de protection des consommateurs, va pouvoir agir sur ce fondement de la section 5, qui va ensuite lui permettre de prononcer des amendes ou en tout cas d'aboutir à des accords. Et la première amende qui avait été prononcée pour violation d'un accord contre Facebook était d'un montant très important parce qu'il me semble que c'était 5 milliards de dollars, donc c'était des montants très, très élevés. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel aux États-Unis, comme ça a été dit. Juste le fondement juridique, c'est celui-ci la plupart du temps en matière d'action en protection de la consommation. Et je ne vous interromps pas plus. Ouais, merci beaucoup, c'est parfait. Voilà, comme tout ce qu'a dit Suzanne. Non, voilà, donc du coup, de fait, je pense que la question de la transparence à travers les documents juridiques, elle est finalement assez. Je pense elle est là pour rester. Alors, peut-être pas dans toutes les juridictions, mais en tout cas, dans la majorité, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de transparence. Alors après, évidemment qu'il y a derrière quelque chose qui n'est pas mesurable à travers les conditions d'utilisation. C'est réellement les pratiques. Oui, sur l'ajustement des filtres de modération algorithmique, par exemple. Et puis, en gros, bien sûr, Open Terms Archive, ça permet de mesurer ce que les plateformes disent qu'elles font. Ça ne permet pas de mesurer si elles font ce qu'elles disent. Et ça, on en est totalement conscient. Mais on vient opérer à un endroit spécifique qui est celui qui permet le passage à l'échelle. Bien sûr que pour un régulateur, bien sûr que pour du lobbying, il va falloir regarder en détail. Je ne sais pas avec Open Terms Archive, vous allez pouvoir faire des rapports sur, par exemple, les risques systémiques en disant, oui, en fait, ils disent qu'ils vont retirer le contenu nazi sous 24 heures, mais en fait, ils ne le font pas. Évidemment, ça ne vous fait pas le voir dans les CGU. Par contre, je peux déjà vous dire, juste par l'analyse des documents contractuels, si oui ou non, il y a un suivi de la réglementation ou pas. C'est peut-être suffisant de simplement dire, déjà, vous ne dites même pas que vous allez faire respecter la loi. Ce que vous dites n'est pas en accord avec la réglementation. Donc c'est déjà suffisant pour pousser au changement. Et si on combine ça avec le fait qu'une fois quelque chose a été annoncé, il doit être tenu, sinon on peut prendre très très cher au niveau juridique, bah oui, ça peut être un effet de levier. Voilà, donc oui, ça ne permet que de mesurer ce qu'ils disent qu'ils font et pas l'inverse, mais c'est déjà un très bon effet de levier. Voilà pour la réponse sur la première question. J'enchaîne sur la deuxième. Donc la deuxième question, Oui. qui n'est pas du tout une question perfide, n'est-il pas risqué d'utiliser GitHub? Alors là, tout petit point, je vais repartager mon écran. Euh, donc effectivement, ce qu'on montre ici, cette interface-là, c'est l'interface de GitHub. Alors GitHub, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui à la base sert à la collaboration sur le code. Euh, mais il faut pas mélanger Git, c'est-à-dire Git étant l'outil d'enregistrement des versions, qui n'est pas le seul outil d'enregistrement des versions. C'est pas la seule base de données qu'on utilise. Celle qu'on utilise par défaut, parce que elle coûte très peu cher à opérer, elle est simple à déployer, elle a beaucoup d'avantages, mais il est possible de se connecter sur d'autres bases de données avec Open Terms Archive. On a un connecteur pour MongoDB, par exemple, et c'est du logiciel libre. Les connecteurs sont documentés, donc il est possible de rajouter d'autres connecteurs. Donc, si quelqu'un est intéressé pour rajouter d'autres connecteurs à des bases de données, on est très intéressé pour en recevoir d'autres. Donc, Git, en tant que outil de stockage des données, peut être utilisé de manière totalement autonome. En fait, sur chacun des serveurs qui opèrent les collections, il y a cette base de données. Vous pouvez ensuite répliquer cette base de données sur autant de serveurs que vous voulez, sans jamais vous appuyer sur GitHub. Donc GitHub, qu'est-ce que c'est? C'est cette interface web, ici, qui permet de afficher sur le web le contenu de la base de données Git. Et effectivement, on a fait le choix aujourd'hui de partir sur GitHub parce que c'est une entreprise américaine, c'est gratuit et ça fournit beaucoup des fonctionnalités dont on a besoin. Mais bien sûr, on cherche à s'en émanciper. On a justement actuellement des demandes de financement pour créer un outil de consultation des versions qui soit indépendant de GitHub. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ça fait 80% du fonctionnement. En fait, ça fait à peu près tout ce qu'on veut. C'est juste un peu compliqué à utiliser pour les personnes non techniques, donc on aimerait faire mieux. Mais on pense que c'est pas risqué au sens où ce n'est pas nécessaire. GitHub à aucun moment n'est nécessaire pour opérer Open Terms Archive ou pour accéder aux données. La preuve en est, je vous indiquais tout à l'heure que la Commission européenne opère Open Terms Archive, et donc là, vous voyez
sur le site de la Commission européenne une instance de GitLab, donc qui est une alternative open source à GitHub, qui affiche le contenu de la collection. Donc vous pouvez déployer un afficheur de collection du contenu de la base de données par tous les outils que vous le souhaitez, puisque Git est interopérable avec un très grand nombre de fournisseurs. Voilà, donc effectivement, on souhaite s'émanciper de GitHub, mais non, on ne considère pas que ce soit un risque majeur aujourd'hui, puisque ce n'est pas un élément critique de notre fonctionnement. Merci beaucoup. On a encore une question et puis pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas à poser encore vos questions. Alors, je la lis. Merci pour cette présentation très intéressante. Depuis le lancement de l'outil, avez-vous constaté des stratégies de dialogue mises en place par les différentes plateformes ou au contraire des stratégies de contournement par les plateformes de l'outil? Merci d'avance pour votre réponse. Alors, du dialogue, non. Je peux pas dire ça. Des réactions, oui, c'est-à-dire que quand on était en collaboration avec l'UFC Que Choisir sur la collection France, par exemple, et que le directeur des affaires juridiques de l'UFC a envoyé un petit mail de notification moins de 48 heures après qu'il y ait un changement dans les CGV qui n'avait pas été rendu visible et qui était soit illégal, soit très désavantageux pour les consommateurs. Bon, généralement, ça les faisait réagir très vite, hein. Donc, je pense que là, on a montré que c'était utile d'avoir cette capacité de réaction. Ou encore l'exemple que j'avais donné lors de la présentation avec Parler qui, quelques heures après le communiqué de presse disant qu'il allait peut-être avoir un recours juridique, efface le contenu qui avait mené au communiqué de presse. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des allers-retours. Mais non, on n'a pas eu de stratégie de dialogue. Ce qu'on a eu, c'est des quelques fournisseurs de services numériques qui nous contactent pour demander l'ajout de leurs propres conditions. Ça, oui, on a eu. Donc, c'est généralement des fournisseurs alternatifs qui, justement, cherchent à montrer qu'ils sont, enfin, cherchent à jouer plutôt sur la confiance qu'ils pourraient construire avec leurs utilisateurs. Donc, ça, on a eu effectivement. Mais en tout cas, du côté des grosses plateformes, non, on n'a pas engagé de dialogue à ce stade. Et bon, je ne sais pas vraiment le sens que ça aurait. Je pense qu'on a un intérêt à essayer de standardiser progressivement la manière dont les conditions d'utilisation et les documents contractuels sont accessibles et rédigés. Ça, moi, clairement, j'ai tout à fait cet espoir que, au fur et à mesure qu'on s'impose comme un standard crédible et qu'on assemble une communauté, on arrive progressivement à normaliser l'accès à ces documents et leur format pour permettre leur comparaison, l'interopérabilité et peut-être enfin faire émerger des choses dont au sein de cette communauté on fantasme depuis, je pense, 10 ou 15 ans maintenant, et de rendre finalement aussi accessible que les Creative Commons l'ont fait pour le droit d'auteur, les règles sur la confidentialité, par exemple, en réduisant à quelques icônes les provisions les plus classiques. Mais ce n'est pas encore là. Et je pense qu'il faut d'abord voilà, qu'on s'impose un peu plus avant de pouvoir engager ce type de dialogue avec l'industrie. Ensuite, la deuxième partie de la question qui était sur les solutions de contournement, euh, oui, ça clairement, on est régulièrement bloqué. Je ne sais pas à ce stade si ces blocages nous ciblent spécifiquement ou si simplement, à force d'aller récupérer le contenu, on finit par être classifié comme un robot. Bon, pour autant, dans la majorité des cas, la fréquence à laquelle on va récupérer le contenu devrait pas forcément nous faire classifier comme robots. Donc, est-ce qu'il y a une volonté de bloquer spécifiquement Open Temps Archive? Ça, je ne saurais pas le dire. En tout cas, là encore, le fait qu'on soit décentralisé, donc qu'on puisse avoir une multitude de sondes qui vont cibler le même contenu, nous rend relativement résilients à ce type de blocage-là. Excellent. Merci beaucoup. Une autre question, toujours sur GitHub. Quel serait votre temps de rétablissement complet du service d'Open Terms Archive en cas de coupure du ou des comptes? Alors, du ou des comptes, de quel compte? Il n'y a pas de précision. J'imagine des comptes Alors, de personnes. donc, GitHub. des comptes GitHub. Alors, bah, donc, je suis pas tout à fait certain de comprendre. Je repartage mon écran pour remettre la page collection. Vous voyez, parce que
quand même qu'on comprenne un peu plus ce que ça veut dire en termes de très concret, pourquoi est-ce que la décentralisation est un asset aussi important. Couper le service ou couper les comptes, ben, ça veut dire qu'il faut éteindre le serveur Generative AI qui est quelque part chez OVH. Il faut éteindre les serveurs de l'université de Brême pour que la plateforme Governance Archive arrête de fonctionner. Il faut couper des serveurs qui sont fournis par le ministère des Affaires étrangères pour arrêter la collection France. Il faut couper les serveurs de la Commission européenne pour qu'on arrête, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut arrêter le fonctionnement de Host Africa au Kenya pour arrêter de suivre les conditions à cet endroit-là. Donc, euh, il y a un niveau de résilience qui est très élevé. Par exemple, pas plus tard que ce matin, l'Université de Brême a eu une interruption de service pendant 2 heures. Euh, tous les autres ont continué à tourner et là, tout est rétabli à nouveau. Donc, on est très résilient à ce niveau-là. Sur les comptes GitHub, l'interruption de service, c'est absolument zéro. Euh, Si le service, c'est la collecte des informations, rien ne passe par GitHub. GitHub, c'est de la publication. C'est-à-dire que les informations qui sont collectées par ces serveurs qui sont distribués un peu partout et opérés par un nombre d'acteurs différents sont poussées et partagées sur GitHub pour consultation publique à intervalles réguliers. Donc concrètement, ça nous est déjà arrivé pour une bête erreur technique ou bien pour une indisponibilité de GitHub de ne pas pouvoir partager le contenu. Dès que ça revient, toutes les modifications qui avaient été accumulées sont publiées d'un coup. Donc non, il n'y a pas d'interruption de service. Combien de temps ça nous prendrait si GitHub était coupé ou bien si les États-Unis d'Amérique décidaient d'un embargo sur la France? La collecte ne s'interromprait pas et ça prendrait juste le temps de changer la configuration de quelle est l'interface publique vers laquelle on pousse les informations. Bien, voilà, peut-être l'Université de Brême déciderait de publier vers son propre GitLab ou que sais-je. Donc, pas d'interruption de service sur la collecte des données et sur la publication aussi longtemps qu'il faudrait pour que chacun des acteurs de la communauté redirige ailleurs pour ceux qui aujourd'hui font le choix de publier sur GitHub. Excellent, merci beaucoup. Je pense que le participant a compris, voilà, parce qu'il a mis compris. Excellent. Une autre question qui vient juste d'arriver. Merci pour votre présentation. Vous avez mentionné que certains collaborateurs produisaient des mémos sur Open Terms Archive. Est-ce que ces mémos ont plutôt pour objectif de rendre compte de manière plus lisible des modifications d'un même document, ou y a-t-il également des postes qui comparent différents documents, par exemple qui pourraient analyser ou postuler l'impact d'un changement des conditions d'utilisation d'une plateforme sur l'analyse de risque de cette même plateforme? Peut-être est-ce que ce genre d'études est plutôt mené par des institutions utilisant des collections et ne sont pas publiées directement sur le site. Oui, voilà, et c'est exactement ça. Aujourd'hui, ce qu'on a normalisé, et par normalisé, j'entends que on a des processus de publication, mais aussi une référence euh, de ce à quoi est censé. D'ailleurs, je crois qu'on a normalement en français aussi. Donc là, on explique précisément à quoi est censé ressembler un mémo, comment le publier et comment on peut le faire passer à l'échelle de la communauté. C'est uniquement, effectivement, sur les mémos. Et là, on parle uniquement de rendre lisible un changement spécifique pour un document spécifique. Les analyses plus détaillées, oui, effectivement, elles sont aujourd'hui faites plutôt enfin, elles sont faites par des tiers, euh, simplement parce qu'on n'a pas un volume suffisant pour se poser la question d'industrialisation. Donc, voilà, on est très heureux qu'il y en ait. Quand il y en a, on essaie de soutenir et d'accompagner autant que possible. Mais de fait, on n'a pas les ressources, nous, de créer ce genre d'analyse de fond, même si j'adorerais. Et on est plutôt sous la forme de partenariat à ce niveau-là. Excellent, merci. Est-ce que peut-être en 1 minute 30, 2 minutes, vous pourriez revenir un petit peu sur les points liés à l'archivage des données et qui permettent, en effet, dans le cadre de process stratégiques ou dans le cadre de suivi de modifications aux associations ou aux avocats ou aux juristes de pouvoir avoir accès à ces informations? Ouais, merci beaucoup de donner cette opportunité, effectivement, parce que ça fait partie des éléments peut-être un peu plus techniques, mais qui me semblent pertinents. Donc, on a parlé tout à l'heure de GitHub dans cette interface, mais voilà, comme je l'ai indiqué, on s'appuie sur Git
par défaut en termes de modèle de données. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a une signature cryptographique qui est générée à chaque enregistrement et donc qui permet de confirmer qu'il n'y a eu aucune altération de l'historique. C'est-à-dire que à chaque publication, si on voyez cet enregistrement qui a été fait, qu'on a vu tout à l'heure sur Instagram, il y a un identifiant unique qui est ici. Et cette signature cryptographique, si vous la notez sur un bout de papier et que vous revenez dans 2 ans pour essayer de retrouver le même élément, vous pouvez voir si cette signature est la même ou non. Vous pouvez dupliquer l'intégrité de la base de données chez vous et vérifier en permanence que le fournisseur source de ces données n'altère pas l'historique. Donc ça, c'est un des points de sécurité sur l'archivage. Mais surtout, OpenTerms Archive fait un truc qui est euh, compliqué jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est utile, c'est qu'on va séparer les versions de ce qu'on appelle les snapshots. C'est-à-dire que vous avez là le document source, qui est une page web en HTML par exemple, ou bien un document PDF, et ça, on va le télécharger et l'enregistrer exactement tel quel sans aucune modification, ce qu'on appelle les snapshots. Et à partir de là, on va effectuer un système de nettoyage qui va extraire tout ce qui est publicité, menu de navigation, images, tous les éléments qui ne sont pas le contenu légal à proprement parler, et générer à partir de ça ce qu'on appelle les versions. Donc finalement, tout en tant qu'utilisateur d'OpenTerms Archive, vous allez uniquement interagir avec les versions, parce que c'est beaucoup plus agréable, c'est ça qui vous permet de voir uniquement les mots qui ont changé, et pas que le menu de navigation a une nouvelle entrée. Mais pour autant, vous pouvez systématiquement, sous la forme d'une trace d'audit, voir d'où proviennent les données sources. Et donc, vous pouvez explorer tout aussi publiquement les snapshots eux-mêmes. Et donc là, ben, pour le coup, le contenu contient beaucoup plus de changements, parce que vous voyez le code source tel qu'il est. Donc, c'est des centaines de lignes qui changent à chaque fois, puisque il y a des réécritures, il y a un changement sur le code HTML et ainsi de suite. Mais ça veut dire que vous avez le document source exactement tel qu'il a été téléchargé à l'origine, et là encore avec une signature cryptographique. Donc, vous pouvez que le document source qui a été téléchargé correspond bien à celui que vous aviez récupéré de votre côté, ou bien que n'importe qui avait téléchargé de son côté, ou bien que la Internet Archive a, par exemple, ce genre de choses. Si vous avez un document PDF source, par exemple, dans le cadre du FC Que Choisir, on a eu ça, par exemple, avec des conditions contractuelles pour des banques ou des fournisseurs téléphoniques. Là, vous allez retrouver le document exactement tel qu'il était. Donc finalement, avec ce découpage entre snapshot et version, on a le meilleur des deux mondes, avec des versions qui rendent l'analyse facile et lisible, et dans le cadre de litigation, vous permet d'identifier à quel moment exactement le changement a eu lieu, quelles étaient les règles en vigueur il y a 1 an et demi, lorsque le changement a été exécuté, ou bien lorsque le- la plainte a été déposée. Mais vous allez pouvoir également, avec les snapshots, retrouver le document source exactement tel qu'il était et pouvoir le citer au dossier dans toute sa splendeur et donc sans aucune capacité de contestation par le fournisseur de service lui-même, puisque c'est sa page telle qu'elle a été archivée. Excellent, merci beaucoup. Alors, un dernier petit mot. Alors, d'abord, pour vous remercier pour cette présentation très, très riche et très instructive. Pour vous remercier aussi pour tout ce que vous faites dans le cadre de cet outil et dans le cadre de la diffusion de celui-ci auprès de publics divers et variés. Je rappelle que pour rejoindre Open Terms Archive, la communauté, vous pouvez suivre le lien qui a été envoyé dans le chat et qu'on mettra en dessous de l'enregistrement de la vidéo. Petit point plus en lien avec l'événement en tant que tel. Donc, les Lunch and Learn sont des événements qui sont organisés dans le cadre de la chaire sur la modération des contenus qui est au Conservatoire national des arts et métiers, au CNAM, et qui est financé par la région Île-de-France, que je remercie pour sa confiance. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour la chaire parce que on accueille notre nouvelle recrue dans le cadre d'un postdoc qui est donc Stéphania Di Stefano, que j'accueille chaleureusement ici. Et puis, vous pouvez d'ores et déjà ajouter dans vos agendas euh, le prochain Lunch and Learn, qui sera le deuxième Lunch and Learn, qui sera toujours dédié à la modération des contenus, avec le regard de Virginum, qui sera l'occasion d'échanges avec Paul-Antoine Chevalier et Victor Brèche, qui aura lieu le 6 mai, donc toujours le premier mardi du mois, pendant la pause déjeuner. Je vous remercie encore à nouveau, Mathie, pour cette présentation vraiment très riche et très instructive.
Et puis, évidemment, je remercie toute l'équipe d'Open Terms Archive pour tout le travail qui est effectué et qui est vital dans nos démocraties, dans le suivi de l'activité des plateformes et qui sert un grand nombre de personnes. Donc, merci à toute l'équipe pour tout ce travail qui est extrêmement enrichissant. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et puis je serai ravie de vous accueillir au prochain Lunch and Learn le 6 mai. Merci beaucoup. Merci Suzanne, merci pour l'invitation. Merci.